Disparition de Liana dans le Gers, ce que l'on sait de la découverte d'un corps porteur de vêtements similaires à ceux de la collégienne, France Info. Disparition de Liana dans le Gers, ce que l'on sait de la découverte d'un corps porteur de vêtements similaires à ceux de la collégienne. Ce corps retrouvé dans une exploitation agricole du Gers était en cours d'identification, jeudi. La fillette de 11 ans a disparu vendredi et un suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Publié le 04-06-2026 19h29. Temps de lecture, 2 minutes. Un dispositif de gendarmerie à Fleurance-Gers, où a disparu la collégienne Liana, le 4 juin 2026. Loïc Dequier Sud-Ouest Max PPP. Près d'une semaine après la disparition de Liana, à Fleurance, dans le Gers, un corps a été découvert, jeudi 4 juin, lors des recherches pour retrouver la collégienne de 11 ans. Celui-ci est le porteur de vêtements similaires à ceux de la fillette au moment de sa disparition, a fait savoir le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet. Jérôme Barella, un homme de 41 ans déjà visé depuis 2017 par des signalements et plaintes pour viol sur mineurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans cette affaire. Voici ce que l'on sait de cette découverte. Le corps découvert sur le site d'une exploitation agricole au 7e jour des recherches, 170 gendarmes étaient encore mobilisés pour tenter de retrouver la collégienne, jeudi. Le corps a été découvert à la mi-journée alors que des investigations approfondies avaient lieu entre deux petites communes, Puy-Casquier et Mirepoix, à une quinzaine de kilomètres au sud de Fleurance. Il se situait sur les lieux d'une exploitation agricole, dans un espace écarté d'une vue directe, précise le procureur dans son communiqué. Selon les informations de France Télévisions, cette usine agricole, où se trouve un silo à grains, se situe dans le secteur de Puy-Casquier. D'importants moyens de préservation des lieux ont été déployés par les enquêteurs, a souligné Olivier Naboulet dans son communiqué, afin de relever le maximum d'indices sur place. La famille de Liana a été prévenue en premier lieu, même si l'identification du corps est en cours. Des équipes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, notamment des médecins légistes, ont été dépêchés sur place depuis la région parisienne, en début d'après-midi. Des vêtements similaires à ceux de Liana au moment de sa disparition retrouvés comme l'affirme le procureur, le corps paraissant être celui d'un enfant et porteur de vêtements similaires à ceux de la fillette au moment de sa disparition. Selon l'avis de recherche de la gendarmerie, Liana portait un débardeur à marinière à grosses rayures noires et blanches, un short noir et des chaussettes jaunes lorsque sa trace a été perdue, dans le secteur de son collège. La fillette aurait dû quitter l'établissement à 17h, vendredi dernier. Mais elle avait été aperçue par un témoin 2 heures plus tôt devant son collège, situé dans le bourg de Fleurance, à bord de la voiture du suspect, le père d'une amie. Ce témoignage a été confirmé par la vidéosurveillance, avait rapporté la procureure d'Auch, Clémence Meyer, dimanche lors d'une conférence de presse. Une autopsie à venir. Une autopsie, ordonnée par la juge d'instruction, sera pratiquée afin de parvenir à identifier formellement le corps et proposer des conclusions médico-légales sur les causes de la mort, a ajouté le représentant du parquet, ajoutant que aucune autre information ne serait donnée avant la réalisation de cet acte. C'est avec le plus grand effroi que nous apprenons la découverte d'un corps portant les mêmes habits que Liana, a réagi l'avocat des parents de la collégienne dans un communiqué, relayé par BFM TV. La tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées. Dans l'attente de l'autopsie, le temps est au recueillement et au deuil, a ajouté François de Roujoux de Boubet. Sujet suivant. Incendie dans l'Aude, un agent de l'ONF mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, France Info. Incendie dans l'Aude, un agent de l'ONF mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Cet incendie, déclenché le 5 août 2025, avait parcouru 17 000 hectares, en brûlant plus de 11 000. Il avait pu être éteint le 28 août, après 3 semaines d'action des pompiers. Publié le 04-06-2026 22h09 mis à jour le 04-06-2026 22h10 temps de lecture, 1 minute. Un paysage dévasté par l'incendie d'août 2025, près du village de Fonjonjon-Couzaude, 8 mois plus tard le 16 avril 2026. Lionel Bonaventure AFP, l'un des 3 agents de l'Office national des forêts ONF, qui avait été placé en garde à vue mardi et présenté à la justice jeudi 4 juin dans le cadre de l'enquête visant à établir les causes de l'incendie de Ribautaude, a été mis en examen, indique le parquet de Montpellier dans un communiqué. L'homme, soupçonné d'avoir involontairement déclenché le feu en jetant un mégot de cigarette par la fenêtre d'une voiture de patrouille, a été mis en examen pour destruction involontaire par incendie aggravé et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Montpellier précise que, comme lors de sa garde à vue, il a contesté son implication dans les faits devant la justice.
Les 2 autres agents de l'ONF avaient été remis en liberté mercredi soir, sans charge retenue à ce stade de la procédure. L'information judiciaire se poursuit. Le 5 août 2025, un incendie d'une ampleur exceptionnelle s'était déclaré à Ribaute, dans les Corbières, avant de se propager très rapidement sous l'effet de la sécheresse et de vents violents. En moins de 2 jours, le feu a ravagé environ 16 000 à 17 000 hectares de végétation, touchant une quinzaine de communes et devenant l'un des plus importants incendies de forêt survenus en France métropolitaine depuis plusieurs décennies. Le sinistre a causé la mort d'une habitante de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie et fait une vingtaine de blessés, parmi lesquels des civils et des sapeurs-pompiers. Jusqu'à 2500 pompiers et l'ensemble des principaux moyens aériens nationaux de lutte contre les feux de forêt ont été mobilisés pour contenir l'incendie, fixé le 7 août, maîtrisé le 10 août et officiellement éteint à la fin du mois. Sujet suivant. Vrai ou faux? Les images qui démentent les affirmations d'Israël sur la destruction d'un couvent au Sud-Liban, France Info. Vrai ou faux les images qui démentent les affirmations d'Israël sur la destruction d'un couvent au Sud-Liban sur X? L'ambassadeur d'Israël Joshua Zarka a nié l'implication de l'État hébreu dans la destruction de ce bâtiment, puis a assuré à un complément d'enquête qu'il avait été détruit en 2024, ce qu'infirment des images satellites. Il reconnaît désormais une confusion. Publié le 04-06-2026 20h03 temps de lecture, 3 minutes. Cette image satellite datée du 2 mai 2026 montre la destruction complète du couvent des Sœurs de Saint-Sauveur, dans la localité de Yaroun, au Sud-Liban. Pléiade CNES complément d'enquête depuis début mai. Les déclarations de l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, sur la destruction d'un couvent dans le sud du Liban soulèvent de nombreuses questions. Alors que le diplomate a initialement nié, sur le réseau social X, toute responsabilité de l'État hébreu, il a par la suite apporté des précisions dans les fauteuils rouges de l'émission Un complément d'enquête, qui consacre jeudi 4 juin un numéro à la difficulté d'informer sur le Proche-Orient. Questionné par Tristan Walex, il a ainsi affirmé que cet édifice religieux avait été détruit en 2024, et non en mai 2026 comme rapporté par plusieurs sources locales. Mais ce récit ne correspond pas aux éléments recueillis et vérifiés par le magazine d'investigation. Explication. Le 1er mai, plusieurs médias libanais, dont l'Orient le Jour, font état de la destruction du couvent de Yaroun, un village libanais situé près de la frontière israélienne. Une information confirmée dès le lendemain par l'Association catholique française Œuvre d'Orient, qui évoque un acte volontaire et dénonce la destruction systématique des habitations du Sud-Liban visant à empêcher le retour des populations civiles. Cette version a été démentie sur X le 3 mai par l'ambassadeur d'Israël en France. Il assure alors que le couvent des Sœurs salvatoriennes à Yaroun n'a pas été détruit, ni même touché, évoquant même de la désinformation. Pour étayer son propos, l'ambassadeur publie 2 photos montrant un bâtiment intact, preuve selon lui que le couvent aurait été épargné. Officiellement, Israël affirme avoir démantelé une infrastructure terroriste du Hezbollah. Interrogé par Tristan Walex sur cette affaire, l'ambassadeur a changé de version lors de cet entretien. Je ne dis pas que le couvent n'a pas été détruit, je dis que le couvent avait été détruit en 2024. Complément d'enquête devrait vérifier les détails, a ainsi déclaré le diplomate pendant cette interview enregistrée lundi 1er juin. Mais ces affirmations sont contredites par nos informations. Tout d'abord, le bâtiment dont l'ambassadeur publie la photo n'est pas le couvent, mais un édifice adjacent qui a effectivement été épargné. C'est ce qu'ont confirmé plusieurs sources concordantes à un complément d'enquête, notamment le père Charbel Nadaf, curé de la paroisse de Yaroun. Par ailleurs, grâce au service des révélateurs de France Télévisions, nous nous sommes procuré 2 images satellites qui rendent caduque la nuance temporelle avancée par l'ambassadeur dans son interview à un complément d'enquête. La première image, datée du 24 avril 2026, montre le couvent des Sœurs de Saint-Sauveur encore debout. Mais une photo satellite datée du 2 mai 2026 témoigne de la destruction complète de l'édifice. Ces clichés démontrent avec certitude que le couvent a été détruit entre le 24 avril et le 2 mai 2026, comme l'ont également prouvé nos confrères de l'AFP Factuel. Complément d'enquête a également appelé le curé de Yaroun, qui a de nouveau confirmé la temporalité des faits et rappelé que le couvent a été détruit lors du dernier cessez-le-feu, en 2026, c'est la vérité. Une trêve avait été décrétée le 17 avril dernier. AMP, lieutenant, IMG SRC http, public.flourish.studio visualisation 29 252 792 thumbnail 800 alt photo slider visualisation AMP, GT, l'ambassadeur a-t-il diffusé sciemment une fausse information ou a-t-il pu confondre? Il est vrai qu'un autre édifice religieux de Yaroun a bel et bien été détruit par des frappes israéliennes en 2024, comme le rappelait d'ailleurs l'association Œuvre d'Orient. Après l'interview,
Complément d'enquête a recontacté l'équipe de Joshua Zarca, qui reconnaît désormais une confusion. Il précise que, contrairement à ce qui a été évoqué dans les fauteuils rouges, ce n'est pas le couvent des Sœurs Salvatoriennes qui a été détruit en 2024 mais l'église Saint-Georges. Quant aux images satellites que les révélateurs se sont procurées à propos du couvent, l'ambassade d'Israël précise ne pas être en mesure d'identifier le bâtiment visiblement détruit, ni d'en attribuer la destruction à un auteur déterminé mais assure faire remonter ces images afin de faire toute la lumière sur ces événements dès que des éléments complémentaires nous parviendront. Depuis le début des hostilités dans le sud du Liban, à la frontière d'Israël, déclenchées en réponse à l'attaque du 7 octobre, les combats entre les forces armées du Hezbollah et l'armée israélienne ont provoqué la destruction de près 50 000 bâtiments et le déplacement de près d'1 million de personnes, selon les autorités libanaises. Le magazine d'investigation Complément d'enquête diffuse, ce jeudi 4 juin, un numéro de leur série La guerre de l'info consacré à la guerre à Gaza et au Liban. Vous pouvez le regarder à partir de 23h sur France 2, France Info et France.tv. Sujet suivant. L'équipe de France battue par la Côte d'Ivoire pour son premier match de préparation à la Coupe du Monde 2026, France Info. L'équipe de France battue par la Côte d'Ivoire pour son premier match de préparation à la Coupe du Monde 2026 après une première période encourageante, jeudi, les Bleus ont perdu leur repère au moment où Didier Deschamps a commencé sa large revue d'effectifs. Publié le 04-06-2026 23h09 mis à jour le 04-06-2026 23h09 temps de lecture. 2 minutes. Le défenseur ivoirien Guelladoué célèbre son égalisation face à l'équipe de France de Jules Koundé, en match de préparation pour la Coupe du Monde, le 4 juin 2026, à Nantes. Franck Fiffé AFP. La première répétition avant de s'envoler pour la Coupe du Monde était bien partie. Mais l'équipe de France a trébuché face à la Côte d'Ivoire, jeudi 4 juin, à Nantes en amical 1-2. Après une première période maîtrisée par les titulaires, sans les joueurs du PSG et William Saliba, les Bleus sont devenus de plus en plus brouillons à mesure que les 10 remplaçants du jour ont fait leur entrée en jeu, jusqu'à perdre le fil de la rencontre. Ryan Cherki avait montré la voie au terme de 45 premières minutes à sens unique 5 tirs cadrés à 1, 63 de possession. Aux commandes du jeu tricolore dans une position de meneur de jeu, Didier Deschamps ayant décalé Michael Olise à droite pour le tester, le feu follet mancunien a ouvert le score sur un exploit personnel, un dribble dans un espace impossible et invisible suivi d'une frappe croisée létale 45e. On attendait surtout Kylian Mbappé dans ce rôle de buteur. Le capitaine des Bleus avait l'occasion d'égaler le record d'Olivier Giroud et ses 57 buts en équipe de France. Il se sera montré assez incisif balle au pied en se créant d'ailleurs la première occasion du match, une frappe à ras de terre sortie par Yaya Fofana 6e. Mais Didier Deschamps a décidé de prendre des précautions avec son attaquant, qui sort d'une saison éprouvante sur le plan physique, et l'a sorti à la mi-temps. C'est là que la soirée tricolore a basculé. Les 5 premiers changements décidés par Didier Deschamps-Mateta, Lacroix, Digne, Kanté, Akliouche remplaçant Mbappé, Upamecano, Hernandez, Tchouaméni et Olise ont comme cassé la dynamique et entraîné une perte de repères. Et les Ivoiriens se sont engouffrés dans la brèche. Dayo Upamecano n'était plus là pour couper les transitions très rapides des jeunes éléphants. En plein dépassement de fonction, le défenseur Guelladoué, le frère de Désiré resté sur le banc jeudi soir, a égalisé après un appel tranchant dans le dos de la défense 53e. 30 minutes plus tard, l'aîné de la fratrie s'est mué en passeur pour l'entrant Amad Diallo, venu couper son centre au premier poteau 84e. Un scénario plutôt logique tant les Bleus ont subi et n'ont jamais trouvé la solution dans le deuxième acte. Sur le papier, la défaite fait tâche. Jamais l'équipe de France n'avait perdu en 3 confrontations contre la Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis 1 an et 3 mois, elle a marqué moins de 2 buts. Mais ces matchs amicaux de préparation sont particuliers et il ne faut pas en extrapoler les conclusions. Cette opposition face à une équipe de qualité, nourrissant elle aussi des objectifs de phase finale au mondial, a pleinement rempli son rôle en pointant les lacunes tricolores. À 12 jours de l'entrée en lice face au Sénégal, les Bleus ont du temps pour parfaire l'alchimie. Ils affrontent l'Irlande du Nord lundi prochain à Lille pour leur 2e et dernier test grandeur nature. Sujet suivant. Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky propose à Vladimir Poutine un cessez-le-feu complet et une rencontre en tête-à-tête, France Info. Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky propose à Vladimir Poutine un cessez-le-feu complet et une rencontre en tête-à-tête. Ces propositions ont été faites dans une lettre ouverte au président russe, jeudi.
publié le 04-06-2026 20h49 mis à jour le 04-06-2026 22h40 temps de lecture, 1 minute le président ukrainien Volodymyr Zelensky près de Kiev, le 25 mai 2026. Genia Savilov AFP un tournant dans la guerre en Ukraine? Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a proposé jeudi 4 juin à Vladimir Poutine une rencontre en tête-à-tête, dans une lettre ouverte. Il a également offert au président russe un cessez-le-feu complet le temps de négocier pour mettre fin à la guerre. L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un engagement direct entre vous et nous. Je propose une rencontre, a écrit Volodymyr Zelensky dans cette lettre adressée à Vladimir Poutine, souhaitant décider d'une date claire. Il a ajouté que Kiev était prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations. Kiev a fait à plusieurs reprises la proposition d'un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations. Mais Moscou rejette cette idée, arguant que cela permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer. La ligne de front d'aujourd'hui est la ligne d'où doit commencer la diplomatie, a également écrit le président ukrainien, qui s'est rarement adressé directement à son homologue russe, mais a déjà proposé une rencontre. Volodymyr Zelensky peut rencontrer Vladimir Poutine à tout moment à Moscou, a répondu le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov selon des propos cités par les médias d'État russes, ajoutant que le président russe n'avait pas encore vu la lettre en question. De son côté, le président américain, Donald Trump, a estimé qu'une rencontre entre les deux hommes serait super, tout en affirmant que les deux pays devront faire des compromis. Le dirigeant avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine dès le premier jour de son retour à la Maison-Blanche, mais n'est depuis pas parvenu à réduire les divergences entre Kiev et Moscou.